Bienvenue dans cette nouvelle analyse où aujourd'hui on s'attaque à une question qui a l'air simple comme ça, mais qui est un vrai casse-tête. Ah oui, un gros morceau. Le lien entre le jeu, le plaisir et la motivation. On va explorer ça via le prisme des serious games, les jeux sérieux. Tout à fait. Et pour nous guider, on a une source vraiment solide, le chapitre 6 d'une habilitation à diriger des recherches de Julien Alvarez. Le titre, c'est Design des dispositifs et expériences de jeux sérieux. Une référence dans le domaine. Exactement. Et la question qu'on se pose, celle qui intéresse tous les créateurs, tous les formateurs, c'est pour qu'un jeu d'apprentissage marche, est-ce qu'il doit absolument être fun? Est-ce que plaisir et amusement, c'est la même chose? C'est vraiment la question centrale. Et pour y répondre, je propose qu'on y aille par étapes. Je vous écoute. D'abord, on va déconstruire un mythe, celui de l'amusement obligatoire. D'accord. Ensuite, on essaiera de voir ce qui se cache vraiment derrière le mot plaisir dans un jeu. Et ça nous mènera tout droit au vrai moteur, la motivation. Parfait. Le plan est clair. Alors, allons-y. Attaquons ce mythe. L'idée reçue, c'est qu'un jeu sérieux, s'il n'est pas amusant, les gens décrochent et le message ne passe pas. C'est ça. Mais la source semble dire que cette fameuse attitude ludique, cet état d'esprit où on se dit « je suis là pour m'amuser », elle est peut-être pas si indispensable. Elle n'est pas du tout indispensable. Et ça, c'est sans doute l'idée la plus déroutante du chapitre. On peut s'engager dans un jeu sérieux, comprendre son message, et donc apprendre, sans jamais ressentir ce qu'on appelle de l'amusement. Ah, c'est une affirmation forte, ça. Ça va à l'encontre de toute la vague de la gamification qu'on voit partout. Complètement. Il doit bien y avoir une preuve, un exemple concret pour appuyer une idée pareille. Et il y en a une, très solide. Alvarez s'appuie sur une expérience menée avec un jeu qui s'appelle September the 12th. Ah oui, de Gonzalo Frasca, je vois. Exactement. Un jeu avec un message politique très fort. Le principe est simple. On survole une ville et on contrôle un viseur pour tirer des missiles sur des terroristes. D'accord. Sauf que le piège, c'est que chaque tir, même s'il touche sa cible, crée une explosion qui tue aussi des civils innocents autour. Je vois le genre. Et il y a des conséquences, j'imagine? Bien sûr, autour des corps des victimes, les proches arrivent, pleurent, et au bout d'un moment, ces proches en deuil se transforment eux-mêmes en nouveaux terroristes. C'est le cycle de la violence. C'est exactement ça. Le message de l'auteur est limpide. La violence engendre la violence. La seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer, de ne pas tirer. C'est puissant. Et donc l'expérience était de voir si les joueurs comprenaient ce message. Précisément. Et les résultats sont présentés sur un graphique, une sorte de mire. Un axe mesure si le joueur a trouvé le jeu fun ou sérieux. Et l'autre? L'autre mesure s'il a bien compris le message. Et le résultat est sans appel. C'est-à-dire? Il n'y a absolument aucune corrélation entre le fait de trouver le jeu amusant et le fait de bien comprendre son message. Attendez, aucune? C'est fou. Donc des gens ont pu trouver ça fun et ne rien comprendre du tout? Exactement. Et d'autres l'ont trouvé très sérieux et ont parfaitement saisi l'intention de l'auteur? Et toutes les combinaisons entre les dons. Le fun n'est tout simplement pas un indicateur de l'efficacité. Le mythe s'effondre. C'est incroyable. Mais alors, si ce n'est pas l'amusement qui fait la différence, qu'est-ce qui explique que certains comprennent et d'autres non? Eh bien, la source pointe vers autre chose de bien plus important. La nature du message lui-même. C'est-à-dire? Le message de September the 12th est philosophique. C'est une opinion. Et une opinion, c'est ouvert à l'interprétation. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, l'auteur imagine très bien un pro-arme américain qui jouerait et conclurait « La preuve que nos armées n'ont pas d'armes assez précises ». L'exact opposé du message voulu. Voilà. Alors qu'un jeu sur les économies d'énergie, comme Energy Goy, a un message factuel, beaucoup moins ambigu. Donc la clarté et la nature du message sont bien plus décisifs que le fun. D'accord. Le mythe est à terre. Mais ça laisse un vide. Si le fun n'est pas la clé, de quoi on parle quand on dit qu'on a du plaisir à jouer? Le mot devient flou tout à coup. Il est flou parce qu'il recouvre plein de choses. La source cite une étude de Michel Lavigne qui est très éclairante. Il a demandé à des étudiants ce qui leur procurait du plaisir en jouant. Et alors? Il a listé 23 sources différentes. 23. Oui, c'est un inventaire à l'après-vert. Ça va de la compétition, à la coopération, à la découverte d'un univers, la beauté des graphismes. Je crois me souvenir qu'il y a même des choses étonnantes comme la transgression. Absolument. Le plaisir de faire quelque chose d'interdit, de détourner le jeu, tout ça, c'est une source de plaisir en soi. Ça part dans tous les sens. Comment on peut y mettre un peu d'ordre? Il doit bien y avoir un point commun à tout ça. Il y en a un. Et il est à la fois simple et très puissant. La source
en s'appuyant sur les travaux d'André Tricot, nous dit que ce point commun, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Oui, jouer, fondamentalement, c'est apprendre. Et toutes ces sources de plaisir, on peut les ranger en 3 grandes catégories d'apprentissage. D'accord, allons-y. La première, apprendre le jeu lui-même. Apprendre ses règles, maîtriser ses mécaniques. C'est là qu'on trouve le plaisir du défi, de la compétition. Le plaisir de réussir un mouvement compliqué après s'être entraîné, une satisfaction de la maîtrise en somme. C'est ça. Deuxième catégorie, l'apprentissage par l'exploration de l'environnement. Découvrir une histoire, une carte, un univers. D'accord. Et la troisième, c'est l'apprentissage social, avec les autres joueurs. Apprendre à coopérer, à négocier ou même à bluffer. Donc si je résume cette idée qui est centrale, le plaisir de jouer, ce n'est pas une émotion abstraite. Non. C'est la récompense que notre cerveau nous donne quand on apprend et qu'on maîtrise quelque chose de nouveau. La boucle est bouclée. Le plaisir, ce n'est pas le but, c'est le carburant de l'apprentissage. Et ça nous amène logiquement à la suite. Si le plaisir est le carburant, qu'est-ce qui met le contact? Qu'est-ce qui nous pousse à nous lancer? La motivation, j'imagine. C'est le moteur, c'est la clé de tout. Et là-dessus, la recherche, notamment les travaux de Deci et Ryan, ou Lepper et Malone, nous donnent une distinction fondamentale Entre quoi et quoi? entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Alors, la motivation intrinsèque, c'est... C'est l'envie de faire une activité pour l'activité elle-même. On joue parce qu'on aime jouer, tout simplement. L'activité est sa propre récompense. Et l'extrinsèque. Là, on fait l'activité pour autre chose, une récompense extérieure, comme de l'argent ou une bonne note, ou pour éviter une punition. C'est une obligation. Mais alors, je comprends tout. C'est pour ça qu'on peut s'investir dans un jeu sérieux sans le trouver amusant. Expliquez-moi. C'est comme les formations obligatoires en entreprise sur la cybersécurité. Personne n'est content de les faire. On le fait parce qu'on y est obligé. La motivation est purement extrinsèque, oui. Voilà. Et pourtant, si le module est bien fait, un peu ludique, on peut finir par y prendre un certain plaisir. Le plaisir d'avoir réussi, d'avoir compris, c'est bien ça? C'est exactement ça. Vous avez mis le doigt dessus. Le jeu sérieux peut jouer sur les 2 tableaux. Et pour entretenir cette motivation intrinsèque, justement, Malone a identifié 4 leviers clés pour les concepteurs. D'accord, quels sont-ils? Le premier, c'est le challenge. Un défi bien dosé, ni trop facile, ni trop dur. C'est la fameuse théorie du flow. Cet état de concentration intense où on ne voit pas le temps passer. C'est ça. Le deuxième, c'est la curiosité. L'envie de savoir ce qui va se passer après. Logique? Le troisième, le contrôle. Sentir que nos actions ont un impact. On n'est pas juste un spectateur. Et enfin, la fantaisie. L'immersion dans un univers imaginaire. Challenge, curiosité, contrôle, fantaisie. On voit bien comment les grands jeux cochent toutes ces cases. Un bon design motivationnel, c'est la clé. D'accord. Mais on n'utilise pas ces leviers de la même façon pour un jeu de pur divertissement et un jeu sérieux pour, je sais pas, apprendre le code de la route. La finalité n'est pas la même. C'est une distinction absolument cruciale. Les circuits de récompense qu'on active ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, Plaisir de l'activité. L'activité est sa propre fin. Un jeu sérieux, lui, utilise ce plaisir comme un moyen. un moyen pour atteindre un autre plaisir. Exactement. Le plaisir d'avoir compris, d'avoir acquis une compétence, le plaisir d'avoir atteint l'objectif utilitaire. Est-ce que la source donne un exemple pour illustrer ça? Oui, et il est génial. C'est un exemple de Stolovic et Tyagarajan. Imaginez 2 jeux, côte à côte. Le premier s'appelle Bingo, le second, Toolbox, la boîte à outils. D'accord. En apparence, ils sont identiques. Même matériel, même règles, même nombre de joueurs. Tout est pareil. Et qu'est-ce qui change? Une seule ligne de texte dans le manuel, la ligne objectif. Et alors, que dit-elle? Pour le bingo, l'objectif est récréatif. On joue pour s'amuser. Pour la toolbox, l'objectif est, à la fin, les joueurs pourront associer les noms des outils à leur apparence. C'est brillant. N'est-ce pas? Le même jeu, la même activité, mais une finalité radicalement différente. Dans un cas, on joue pour jouer, dans l'autre, on joue pour apprendre. L'enjeu, pour un bon concepteur donc, ce n'est pas de plaquer une couche de fun sur un contenu sérieux. C'est l'erreur classique, ça ne marche jamais. Le vrai art, c'est de créer une transition. Une transition. Oui, faire glisser le joueur, presque sans qu'il s'en aperçoive, du plaisir de l'activité ludique au plaisir tout aussi réel d'avoir atteint le but utile. On commence par jouer, on finit par avoir appris.
C'est une formidable synthèse. Alors, si on résume les points clés de cette plongée. Allez-y. Premièrement, l'amusement n'est pas obligatoire pour qu'un jeu sérieux soit efficace. C'est le plus gros mythe qui tombe. C'est clair. Deuxièmement, le fameux plaisir de jouer est en fait le plaisir bien plus profond d'apprendre et de maîtriser. Fondamentalement, oui. Et troisièmement, tout ça est mu par la motivation, qui peut être soit intrinsèque, soit extrinsèque, ce qui permet de s'adresser à des publics très différents. Et le grand enseignement, pour moi, c'est que faire un bon jeu sérieux, ce n'est pas de la gamification de surface, où on ajoute des points et des badges. C'est un vrai travail d'architecture. D'architecture, oui. Oui. Construire une expérience qui active les bons leviers pour amener l'utilisateur au plaisir final et durable d'avoir atteint un objectif, utile pour lui. Et tout ça, moi, ça me laisse avec une dernière pensée, une question un peu provocatrice. Ah. Cette analyse nous prouve noir sur blanc que le plaisir est un moteur d'apprentissage extraordinairement puissant. On est d'accord. Alors ma question, c'est pourquoi tant de nos systèmes, que ce soit l'école ou la formation en entreprise, s'acharnent encore à l'ignorer en opposant systématiquement le sérieux de l'apprentissage à la soi-disant futilité du plaisir? Voilà une question à méditer.